Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un beau moment. Plusieurs nouvelles qui nous arrivent. La plus grosse qui est discutée présentement, c'est celle où les Québécois devraient réduire leur consommation d'électricité et c'est Pierre Fitzgibbon qui nous amène cette nouvelle-là. Mais la conversation avec les Québécois a réellement pas eu lieu, un peu comme ce qu'on a vu durant les dernières années depuis le 13 mars 2020 où il a commencé à y avoir les décrets COVID. On se rend compte qu'encore une fois, c'est le ministre Fitzgibbon qui s'en vient nous dire ce qu'on doit faire au lieu de travailler à mettre en place un chantier où les gens pourraient être appelés à donner leur opinion. C'est encore de la gouverne à la sauce caquiste où finalement il y a peut-être un rapport, une projection, quelque chose de secret qui est fait par une firme de consultants qui est amené comme étant la nouvelle vérité que les Québécois doivent désormais prendre comme du cash, comme la vérité. Euh, dans le communiqué, on apprenait que le gouvernement Legault va présenter un projet de loi en 2023 pour forcer les Québécois. Je tiens à vraiment insister, là, le mot forcer, là, ça devrait vraiment faire l'objet d'un gros débat social actuellement, surtout après tout ce qu'on vient de traverser les dernières années. Donc, un projet de loi en 2023 pour forcer les Québécois à être plus sobres dans leur consommation d'électricité. Mais ça n'a aucun sens parce qu'en 2020, je me rappelle très bien qu'on se plaignait d'avoir des surplus à Hydro-Québec. Et puis là, tout à coup, en 2022, à la fin de 2022, à l'aube de 2023, là, tout à coup, il faudrait forcer les Québécois à être plus sobres dans leur consommation d'électricité. Mais quels Québécois exactement? Les Québécois que je connais font vraiment attention à l'électricité déjà. Nombreux sont ceux qui ont peur d'approcher le thermostat parce qu'ils savent très bien les effets que ça va avoir sur leur compte d'électricité. Et les gens qui, l'été, ont chaud osent à peine toucher à la climatisation parce qu'encore une fois, ça aussi, il y a des frais importants qui peuvent s'accumuler assez rapidement parce que ça coûte cher à opérer. Et puis, évidemment, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, donc c'est pour ça qu'il s'adresse à nous pour Hydro-Québec, Pierre Fitzgibbon dit qu'il veut, en fait, il souhaite multiplier les éoliennes au maximum. Ça, les éoliennes, c'est ce qui n'a pas marché au Texas quand eux en ont eu besoin. Et puis, ça a donné que c'était parce que les pales ne fonctionnaient pas bien dans le froid. Et ici, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, des éoliennes dans un climat qui, dans le nord du Québec, est polaire, parce qu'ils ont même parlé des éoliennes à Fermont. Ben, ça devient un problème parce que si on en a besoin, il faut qu'il fonctionne. Il ne faut pas qu'il soit glacé ou qu'il brise ou qu'il nous laisse tomber. Les barrages nous ont bien servi, mais là, des éoliennes, c'est une toute autre filière. C'est probablement des entreprises privées qui vont se remplir les poches avec ça parce qu'il y a aucun endroit où c'est Hydro-Québec qui serait propriétaire de tout ça. Ce serait Hydro-Québec qui achèterait de l'énergie dite renouvelable qui viennent des éoliennes à des privés. Alors, à moins que le ministre Fitzgibbon, dans son projet de loi où il va forcer les Québécois à faire des choses, nous en apprenne plus, pour l'instant, on a l'impression que c'est le privé qui se lèche les babines et se frotte les mains. Donc, si on met des éoliennes à Fermont, je pense que c'est correct. C'est littéralement Pierre Fitzgibbon qui a dit ça. Et ensuite, il a rajouté au Québec, il y a du terrain en masse. Oui, ben normalement, il y a des barrages qui nous donnent de l'électricité en masse aussi. Et normalement, il y en a assez pour les Québécois sans qu'il y ait besoin de continuellement avoir peur d'utiliser l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la CAQ? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont vendu de l'énergie à l'État de New York et aux États-Unis. Et ça fait en sorte que tout à coup, en 2022, à l'aube de 2023, on se retrouve avec des phrases qui viennent comme celui du directeur scientifique à l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, M. Normand Mousseau, qui dit que pour atteindre 100 TWh de production d'énergie supplémentaire, il faudrait ajouter, tenez-vous bien là, près de 8000 éoliennes au Québec. Alors, quand le gouvernement de la CAQ a dit continuons, il continue quoi? Parce qu'il y a des filières commerciales privées énormes qui s'enrichissent déjà avec l'éolien au Québec. Et là, tout à coup, ça exploserait dans toutes les directions. On ne parle pas juste de ceux qui installent les éoliennes, mais de ceux qui fabriquent
absolument tous les composants, qui vendent de la consultation en marge des éoliennes et ça fait en sorte qu'au Québec, les gens qui devraient, eux, profiter de l'économie, hem, qui l'argent que ça nous rapporte avec les barrages, de pouvoir vendre de l'électricité aux États-Unis, supposément sur un contrat de 25 ans qui nous rapporterait quelque chose comme 30 millions, ben là, tout à coup, on se retrouve ici même, chez nous, au Québec, à devoir stresser à cause qu'il va falloir supposément se plier euh, à un projet de loi en 2023 pour forcer les Québécois à être plus sobres dans leur consommation d'électricité. Donc, évidemment, c'est pas ça qu'on veut du tout. Puis, dans une autre nouvelle, on apprenait que l'énergie du Québec servait à financer euh, parce que ça attirait des entreprises chez nos voisins du Sud, donc dans l'État de New York, une usine une usine de 20 milliards finalement, qui va enrichir les gens de l'État de New York, une compagnie qui s'appelle Micron, avec un partenariat Micron et IBM. Donc, ils vont profiter de la fameuse électricité verte du Québec à bas prix en plus de la part d'Hydro-Québec. Mais nous, ici au Québec, on devrait commencer à stresser dès qu'on veut prendre une douche. C'est pas normal. Alors, de là à écouter le projet de loi en disant c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ben non, en fait, il faut reculer d'un pas et exiger au ministre Fitzgibbon d'avoir un débat public sérieux parce qu'actuellement, il n'y a pas lieu. Et c'est encore une forme de gouvernance à saveur un peu dictatoriale où un ministre nous annonce un problème, va amener une solution qui va naître de la réaction que lui-même engendre via le jeu dans les médias, celui d'entretenir la peur, le doute, l'insécurité, alors qu'en réalité, c'est une mauvaise gestion de leur part. Ils ont voulu faire encore plus d'argent sur un contrat de 25 ans en vendant de l'électricité aux États-Unis. Et puis là, c'est les Québécois qui vont devoir payer encore une fois parce que la filière éolienne ne pensait pas que ça va venir gratuitement. Ça va coûter très cher au Québec qui va acheter cette énergie-là, l'énergie renouvelable, le fameux agenda du développement durable 2030. Tout ça, ça va coûter extrêmement cher aux Québécois et notre électricité à bas prix, ça va être aux États-Unis qui vont en profiter. Donc, tout ça, ça relève, à mon sens, d'une très mauvaise gestion, d'un manque total de vision à long terme. Et en plus, juste pour ajouter l'insulte à l'injure, Justin Trudeau et Doug Ford ont souligné l'ouverture d'une première usine de véhicules électriques en Ontario. On a appris que c'est la compagnie multimilliardaire étrangère GM qui va recevoir 2 fois des sommes quand même colossales là, de 259 millions de la part du gouvernement fédéral, d'une part, et de la part du gouvernement de l'Ontario. Donc, vous qui habitez au Québec, qu'importe l'endroit, vous avez payé pour enrichir la transnationale étrangère GM pour fabriquer des camions de transport de dernière distance. Donc, ils veulent fabriquer avec cet argent-là, parce que c'est un projet de 2 milliards en tout chez GM. Donc, vous et moi et surtout les Ontariens, on a mis un quart de ce montant-là, là, du 2 milliards. Ils veulent fabriquer 50 000 véhicules électriques d'ici 2025. Mais attention, ces véhicules électriques-là, il va en avoir une partie au Québec. Mais c'est quoi l'idée de fabriquer des véhicules électriques alors qu'au Québec, on se fait dire qu'on n'a pas assez d'électricité puis qu'il va falloir qu'il y ait des coupes drastiques dès 2023 ou enfin même cet hiver, on se fait dire qu'il va falloir baisser le thermostat et fermer les lumières. Mais là, ils fabriquent des véhicules électriques qui, eux, vont augmenter fabuleusement la demande en électricité, ne serait-ce qu'en Ontario pour les fabriquer, mais après ça, une fois qu'ils sont sur la route, ces véhicules-là, il faut les alimenter. Et puis, c'est des véhicules de transport régulier, probablement des compagnies de livraison de colis qui vont acheter ces produits-là et qui vont finalement continuellement les brancher plusieurs fois par jour, probablement, et faire des rotations. Mais ou peut-être une fois par jour si c'est des grosses batteries, mais enfin, on en saura plus avec le temps. Tous les détails ne sont pas encore donnés sur les camions qui s'appellent, ça s'appelle pas dropship,
Il y a un autre nom pour ça, c'est Bright Drop. Un drôle de nom, hein? Les véhicules électriques Bright Drop de l'entreprise GM. Mais enfin bref, c'est un des très nombreux exemples qui nous prouvent que présentement, la filière énergétique avec Hydro-Québec, c'est très mal géré parce que c'est pas normal que les Québécois sont stressés et que des filières industrialistes, eux autres, il n'y a pas de problème. Eux autres, ça va bien. Puis en plus, c'est aux États-Unis qui ont le plus d'avantages de notre électricité ici au Québec. Alors, on peut imaginer qu'un agenda mondialiste profite de tout ça, mais au fond, comment savoir, hein, ça nous est tout caché. C'est juste les résultantes de ce qu'ils font qu'on peut voir. J'ai parlé plus tôt de l'intelligence artificielle pour coder plus facilement via un logiciel, pas un logiciel, pardon, un service infonuagique qui s'appelle Copilot. C'est GitHub qui offre ça. C'est un répertoire de code qui permet une meilleure gestion, surtout lorsque vous êtes en équipe, mais vous pouvez travailler avec GitHub en solo aussi. Ça vous permet de classer tout le code que vous programmez. Donc, c'est quelque chose qui est connu par les gens qui programment. C'est normal que dans le grand public, les gens soient moins familiers avec GitHub, mais plusieurs personnes peuvent en avoir entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le service Copilot. Il est offert à 10 par mois ou 100 par année, donc c'est quelque chose d'abordable, mais si la personne fait partie des étudiants ou des professeurs qui sont admis comme qui peuvent prouver qu'ils le sont, ben c'est gratuit pour eux. L'idée, c'est que lorsque les gens programment du code, que ce soit du PHP, du C, du Python, du Go, du JavaScript, ben parfois, coder, c'est long. Imaginez un outil comme Copilot, qui est une espèce de sidekick, qui permet à tout moment que vous écriviez simplement un commentaire et né de ce commentaire-là va vous arriver une suggestion ou plusieurs suggestions de code. La beauté avec cette suggestion-là, c'est que vous pouvez, par exemple, à l'intérieur du code, changer une variable et tout le reste du code va s'ajuster. Et si vous n'aimez pas le code qui est là, bien, vous pouvez demander à Copilot de vous suggérer d'autres codes alternatifs qui arrivent à peu près au même résultat, mais avec des méthodes différentes. Évidemment, avant de lancer un code publiquement, il faut toujours le tester, il faut voir si le scénario fonctionne bien, voir si c'est bien programmé finalement. Mais la plupart du temps, on peut imaginer que ça donne des résultats très bien selon les programmeurs qui l'utilisent. Évidemment, ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui puise dans les milliards et les milliards de lignes de code déjà présentes dans GitHub pour suggérer des blocs de code qui sont finalement exactement en ligne avec ce que la personne a besoin pour régler un problème. Donc, pour plusieurs programmeurs, c'est un rêve devenu réalité parce que souvent, le code devenait un peu complexe et puis là, on se retrouvait mal et changer une variable, ça pouvait devenir difficile, alors que là, avec Copilot, la programmation devient beaucoup plus simple. Donc, on a vu l'automatisation dans les usines, on a vu tout ce qui nous entoure devenir intelligent, les fameux smart devices. Et là, on se rend compte que même dans le domaine de la programmation, des gens qui programment en PHP vont pouvoir utiliser dans VS Code, Visual Studio, le plugin finalement, Copilot, et pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle lorsqu'ils programment. La raison pour laquelle j'en parle à un large public, c'est parce que ça change absolument tout. Parce que ce qui était complexe auparavant demeure d'une certaine manière complexe, mais ça va se démocratiser tranquillement. Parce que si Copilot continue sur la lancée qu'il est là, en utilisant l'engin GPT-3 pour reconnaître le langage dans les commentaires afin de pouvoir produire le code qui est utile aux développeurs à ce moment-là, eh bien, éventuellement, on va peut-être avoir ce qu'on appelle des constructeurs. En anglais, on dit des builders, ceux qui se servent d'un CMS comme WordPress le savent très bien. Aujourd'hui, on peut prendre des blocs et construire finalement une page web avec des blocs un par-dessus l'autre qu'on peut par la suite personnaliser comme on le souhaite avec les bonnes couleurs, les bonnes polices de caractères et les bonnes images. Mais là,
imaginez, l'intelligence artificielle se met de la partie pour plonger avec des milliards et des milliards de points de comparaison entre eux, souvent des comparaisons qui n'avaient jamais été faites dans le vrai monde, mais qui ne sont faites que dans les algorithmes des ordinateurs chez GitHub, pour vous offrir via Copilot du code qui va probablement aider les développeurs à faire des choses personnalisées, mais beaucoup plus vite, puis peut-être même beaucoup mieux. Certains disent que à la longue, il pourrait y avoir des programmeurs qui perdent un peu la main parce que ça va être l'intelligence artificielle qui va coder. Mais pour l'instant, il y a plusieurs développeurs qui s'en réjouissent parce que ça simplifie leur travail, ça réduit le temps de production. Et évidemment, dans plusieurs entreprises, soit ils vont pouvoir terminer les projets plus vite, soit ils vont pouvoir en faire plus. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Certains le condamnent parce qu'on voit la finalité qui pourrait devenir très embêtante, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent être utiles, qui peuvent en émerger. C'est sûr qu'on se retrouve avec des problématiques au niveau de la confidentialité, au niveau de la vie privée, qui sont très réelles et qui doivent être adressées. Mais en même temps, on se rend compte qu'on le veuille ou non, sur plus de 7 milliards d'individus, sur des dizaines de milliers de programmeurs très habiles, c'est sûr que des modèles d'intelligence artificielle vont émerger. Et puis là, il y en a un qui a émergé via Copilot de GitHub qui finalement va permettre même à des programmeurs du dimanche d'être plus efficaces qu'ils l'ont été par le passé. Donc, je vous en parle parce que cette nouvelle-là fait le tour du monde. Et si au Québec, vous êtes des développeurs ou vous connaissez quelqu'un qui est un développeur, bien, vous pouvez lui dire, afin qu'il puisse lui aussi bénéficier, s'il ne le savait pas déjà, d'un système comme Copilot de GitHub. Et s'il travaille dans GitHub, il est probable que ce soit déjà connu depuis probablement plusieurs mois. Mais le grand public arrive un peu présentement à vitesse de voir un petit peu c'est quoi qu'on peut faire avec ça. Ceux qui ne l'ont pas essayé, vous pouvez aller vous inscrire sur le service DALL-E de OpenAI pour finalement entrer des mots-clés et ça va vous retourner une image qui correspond à ce que vous avez demandé. Sur mon fil Facebook, j'ai mis une photo de chat. C'était pas impressionnant. J'ai demandé une photo de chat dans une scène d'action au Vietnam. Complètement différent de, de ce que les autres personnes avaient demandé, de ce que j'ai pu voir. Mais ça m'a donné un résultat qui, bien que contextuellement parfait, n'était pas nécessairement visuellement, c'est pas une image que les gens auraient recherchée. Donc, on peut comprendre que présentement, l'intelligence artificielle, de ce côté-là aussi, est en train de faire des éléments de pratique. Donc, on peut comprendre que les algorithmes utilisent, encore une fois, GPT-3 pour décoder ce qui est demandé dans la demande de la personne qui veut essayer ce système-là, gratuitement, dois-je dire. Ben, vous pouvez finalement mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez marquer maison avant une tempête. Et puis tout à coup, vous allez avoir une image avec une maison, mais c'est l'intelligence artificielle qui vous crée 4 contextes, puis vous pouvez repartir la demande et avoir 4 autres images. Il n'y a pas vraiment l'air à y avoir de limite à ce que vous pouvez demander, à part des choses qui concerneraient des personnes spécifiques. Ça a l'air être hors possibilité présentement. Donc, je vais juste vous en parler. J'ai parlé aussi cette semaine de la fracturation de l'esprit pour faciliter les nouvelles programmations sombres. Je vous en ai parlé parce que présentement, on se rend compte qu'en société, il y a beaucoup de fractures sociales, beaucoup de divisions. Puis beaucoup de gens se disent, mais ça sert à quoi au final? On comprend qu'il y a des gens qui se parlent moins, on comprend que finalement, les gens se chamaillent verbalement pour toutes sortes de sujets, mais ça sert à quoi? Ben, imaginez ce qu'on a compris de MK Ultra avec ce qui a été publié, c'est que fracturer l'esprit permet de le reprogrammer. Et on voit que socialement, cette même approche-là est utilisée pour finalement faire en sorte que les populations se retrouvent à être en position de fracture mentale à plusieurs niveaux, mais pas juste de fracture mentale, de fracture émotionnelle et de fracture sociale. Ce qui signifie que les programmations peuvent être induites plus facilement à chacun de ces endroits-là. Donc, vous voyez que ça fait des points quasi infinis où des gens qui seraient malveillants pourraient utiliser des traumas et des micro-traumas chez les gens afin d'amener des agendas qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont même pas bons pour nous.
Donc, de nous faire croire que, par exemple, de la fausse viande est aussi bon que de la vraie viande, sinon meilleure, en fracturant l'esprit, en disant que les vaches sont en train de tuer la terre avec du méthane, ou encore en disant que la nourriture de vache est toujours contaminée, ce qui est évidemment pas le cas. Euh, et puis, tout ça, ça fait en sorte qu'on doit nous rehausser notre jeu. On doit être capable de reconnaître ces fracturations intentionnelles-là pour être capable de s'en défendre. Parce que si on ne comprend pas quelque chose et qu'on l'intègre comme étant la vérité, ben à ce moment-là, on ne se donne pas l'occasion à nous de prendre de la distance et de comprendre exactement ce à quoi on assiste. Et ça, c'est un piège énorme. Il ne faut pas tomber là-dedans. Donc, j'en ai parlé dans un article dans Substack. Ceux qui aiment Substack, déjà pour tous les excellents auteurs qui s'y trouvent, eh bien, gênez-vous pas. Abonnez-vous à ma lettre dans Substack et vous allez avoir des nouvelles comme celle-là qui sont détaillées et finalement, je vais beaucoup plus en détail dans l'article, vous l'aurez compris, afin de pouvoir faire le tour de cette idée-là qui aujourd'hui peut être observé partout autour de nous. C'est même plus un effort. On l'a, mais vraiment, c'est rendu la nouvelle normale. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et on a vu avec les décrets de la CAQ à tous les 10 jours pendant plus de 2 ans à quel point finalement c'était devenu une méthode pour garder les gens dans une angoisse perpétuelle de qu'est-ce qu'ils vont dire ce matin, qu'est-ce qu'ils vont dire cet après-midi. Et puis parfois, il y avait le culot de dire bon, ça a été décidé derrière des portes closes, on va vous l'annoncer dans 2 jours. Puis là, tout à coup, il y avait de la spéculation, il y avait de l'inquiétude. C'est des choses qui ne se font pas. C'est pas comme ça que la gouverne devrait avoir lieu. Ça devrait se faire à visière levée, ça devrait se faire avec la population et non pas à l'encontre de la population. Et les fractures dont je parle dans mon article, ben, ils s'appliquent dans ce qu'on vit encore, parce que vous devez le savoir, on est encore en crise COVID selon l'OMS. Ça n'a pas terminé encore et on ne voit pas vraiment non plus le moment où ça va réellement se terminer parce qu'ils rajoutent continuellement dans le pack-sac de la COVID des nouveaux variants ou des nouvelles inquiétudes ou des nouvelles surveillances, ce qui fait qu'on ne s'en sort pas. À Genève, ils dansent comme des larrons en foire à l'OMS parce qu'eux autres continuent à recevoir des financements d'exception, des financements d'urgence de tous les États, surtout occidentaux dans le monde, et ils ont une complicité, conformité obligée d'à peu près tous les autres pays qui souvent sont bénéficiaires de différentes aides. Et ce n'est pas nécessairement que les pays d'Afrique sont si désespérés que ça d'avoir des vaccins, c'est que la filière vaccinale offre des possibilités commerciales à des gens qui sont en place dans le pays, aussi bien dans le gouvernement que dans des entreprises privées, et ça fait rouler des économies là-bas pour administrer le vaccin, le distribuer, le promouvoir. Donc, il y a des filières commerciales colossales qui sont derrière l'agenda de crise COVID. Malheureusement, ce n'est jamais relevé par les grands médias d'État qui sont payés par l'État pour dire ce que l'État va mettre en propagande et de le mettre finalement avec une proverbiale poésie propre à leurs médias à eux. Le mot poésie étant bien sûr entre guillemets dans leur cas. Et ça fait en sorte que les gens se font livrer la propagande de tous côtés au point où plusieurs finissent par penser que c'est la vérité alors qu'il n'en est rien. Ce n'est qu'une propagande. La propagande commence en haut et à force d'être répétée, les gens finissent par penser que c'est vrai, mais il faut être plus critique que ça et je sais que ceux qui m'écoutez, vous êtes habitués de prendre un pas de recul et de vraiment analyser les choses afin d'avoir une meilleure idée. Parfois c'est vrai, parfois il y a des éléments de vérité, mais il faut comprendre que des éléments de vérité mis dans un contexte trompeur, ben, ça demeure une tromperie pareille. Donc, c'est la raison pour laquelle votre discernement est plus important que jamais et vous ne devez vraiment pas laisser tomber cet aspect-là qui est absolument fondamental dans tout ce que vous faites dans votre vie. Donc, je regarde un petit peu les sujets que j'ai devant moi et il y en a un que je voulais traiter avec vous parce qu'il est fort important. C'est quelque chose qui est connu de certains. Le gouvernement du Canada a une page dans laquelle il parle de l'achat de vaccins contre la COVID-19. Vous savez que Service public et approvisionnement Canada, fameux SPAC, a collaboré avec l'Agence de santé publique du Canada de Theresa Tam et de Howard Andrews. Et Santé Canada et Innovation et Sciences et Développement économique Canada pour sélectionner
et acquérir les vaccins et les fournitures connexes. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais consulté la population. Ils ont fait ça tout seuls, derrière des portes closes, dans des chambres à écho pro-vaccinales, mais obsessivement pro-vaccinales. Donc, quand ils ont acheté tous ces vaccins-là, ils se sont même jamais posé la question si c'était la bonne solution. Ils ont simplement assumé que ça l'était parce qu'à l'OMS, les larrons qui dansent en foire à Genève, eux, bien évidemment, étant pro-vaccinaux eux aussi, parce que vous savez que l'OMS est financée en bonne partie avec des redevances qui viennent justement de la filière vaccinale. Ça, peu de gens le savent et ce serait très important que les gens en prennent conscience. Donc, évidemment, à Santé Canada, pour rester conforme avec les mondialistes de l'OMS, qui est en réalité l'ONU Santé, eh bien, ils ont tout simplement décidé d'acheter des vaccins, mais en quantité énorme. On a ici, dans les ententes sur les vaccins COVID-19, des phrases comme le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 9 milliards de dollars pour l'achat de vaccins et de traitements. Pas de guérison, hein, de traitement. Très important. Faites attention aux mots. Puis de vaccins, faire très attention parce que dans le site du gouvernement du Canada, le mot vaccin n'est pas entre guillemets. Et il va falloir qu'on soit de plus en plus précis chez Santé Canada parce qu'ils sont censés être les experts. Et le simple fait qu'ils appellent ça des vaccins nous laisse douter de leur compétence à analyser ce qu'ils affublent à être un vaccin. Donc, ils disent ça et de traitement pour fournir un soutien international. Donc, en plus des centaines de milliards qui se dépensent ici au Canada, il faut dépenser encore des milliards pour le soutien international. Donc, ça veut dire d'envoyer ça à travers les filières onusiennes qui, eux autres, s'enrichissent incroyablement au passage et qui finissent par enrichir des transnationales étrangères du domaine pharmaceutique et pas juste les grands leaders, mais une kyrielle de compagnies qui sont accrochées à ces filières-là aussi. Et c'est des boucles qui reviennent entre elles derrière un rideau opaque où la plupart des gens en société ne réalisent pas que ces tractations-là multimilliardaires ont lieu avec leur argent, contre leur intérêt, derrière un voile où ils ne peuvent pas voir à moins qu'ils se lèvent et qu'ils prennent leurs bras et qu'ils tassent le voile et qu'ils voient exactement ce qui se passe derrière. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que les approvisionnements ne sont pas juste pour les vaccins passés, mais également pour les vaccins futurs. Et juste pour vous remettre en contexte, les doses prévues dans les ententes initiales avec AstraZeneca pour le vaccin qui s'appelle Vaxzevria, ce qui était le Shadox 1S au départ, il a changé de nom. Question de marketing, c'était 20 millions de doses. On avait eu ensuite le Verity Pharmaceuticals Canada, toujours drôle quand ils disent Canada, parce qu'on sait très bien que ça vient du Serum Institute of India, en collaboration, encore une fois à ce moment-là, avec AstraZeneca. Bien évidemment, c'était 2 millions de doses avec eux autres, mais après ça, on est tombé dans le sérieux avec Moderna, 44 millions de doses et jusqu'à 35 millions de doses en 2022, jusqu'à 35 millions de doses en 2023 et jusqu'à 35 millions de doses en 2024. Mais là, on parle de COVID-19 ou on parle de tous les variants parce que, sérieusement, le même genre de vaccin jusqu'en 2024, alors que ça a commencé en 2020 et que les gens, il y en a plusieurs en société qui s'est vacciné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être même 5 fois chez certains, puis il y en a qui ambitionnent pour se dire ouvert et consentant pour une 6e. Bien, toutes ces doses-là, à quelque part, c'est colossal. Là. Ça, c'est juste Moderna. Parce que si on regarde chez Pfizer, jusqu'à présent, c'était 51 millions de doses, mais il y a eu des modifications de l'entente de Pfizer pour augmenter ce chiffre-là jusqu'à 65 millions juste en 2022, jusqu'à 60 millions en 2023, jusqu'à 60 millions en 2024. Mais voulez-vous bien me dire dans quelle boule de cristal Santé Canada est en train de regarder? Comment ils peuvent savoir, eux autres, qu'en 2023, on aurait besoin de 60 millions de vaccins? 60 millions. Ça, c'est juste chez Pfizer parce qu'on se rappellera qu'en 2023, chez Moderna, c'est 35 millions.
Puis vous allez voir, il y en a d'autres aussi. Ben, tout ça, là, c'est parce qu'on n'a aucune conversation socialement. C'est que des gens dans une chambre d'écho, une minuscule minorité de à peine quelques dizaines de personnes qui sont toutes d'accord, qui ont toutes les mêmes filières de revenus, qui se disent d'accord avec quelque chose qui va leur bénéficier directement ou indirectement. Donc, ça n'a pas de crédibilité. Mais pourtant, nos milliards, nos centaines de milliards passent dans la filière vaccinale au Canada et avec ce qu'on appelle les traitements et les produits COVID. Et pourquoi? Ça se passe sur plusieurs années. Ce n'est plus la COVID-19 qui était en circulation en décembre 2019 en Chine, qui a commencé à se promener un peu en janvier, en février, et qui en mars a provoqué les décrets sanitaires autoritaires de la CAQ, qui sont éventuellement à être dont la page pourrait éventuellement être tournée, mais on ne peut pas encore la tourner au moment où on se parle, parce qu'il y a encore des effets qui se font ressentir jusqu'au 31 décembre ou plus, parce que ça peut continuer. Il y a des provisions qui peuvent être appelées par le ministère de la Santé pour que ça continue encore. Et ensuite, juste pour continuer avec les statistiques, on avait Johnson Johnson, le fameux J&J, jusqu'à 38 millions de doses. Ben oui, eux autres aussi sont passés à la caisse, kishing. Il y avait également Medicago, vous le savez, jusqu'à 76 millions de doses. Et Medicago, évidemment, même si c'est basé dans les environs de Québec, ça appartient à Mitsubishi Tanabe et Philip Morris, donc deux transnationales multimilliardaires étrangères, une dans la fabrication et la pharmaceutique, fabrication générale incluant des autos, puis l'autre dans les produits du tabac. Intéressant, non? Et puis, ces deux compagnies-là se sont pas gênées du tout pour recevoir des subsides publics du peuple québécois et du peuple canadien, si je ne me trompe pas aussi. Donc, le trésor public qui a été mis à contribution pour engraisser des multimilliardaires étrangers. Quand même, il faut le faire. Et Novavax, jusqu'à 76 millions de doses, eux autres aussi, mais où Santé Canada prend-elle ses projections? Est-ce que ça vient des mêmes projections avec des firmes de consultants comme celle à Québec avec McKinsey, avec la CAQ? On ne le sait pas. Tout est secret, rien ne nous est dit. Alors, il faut essayer de découvrir, mais comment? Il n'y a pas de détails. Donc, l'autorisation du vaccin Nuvaxovid. Et oui, c'est le mot COVID qui va nous accompagner probablement facilement jusqu'en 2024, avec Santé Canada qui semble avoir fait son lit dans le camp pro-vaccin jusqu'aux oreilles jusqu'en 2024 au moins. Ça, c'est ce qu'on voit, mais il y a probablement d'autres plans encore plus loin parce que l'agenda d'immunisation 2030 de l'ONU est un guide majeur pour Santé Canada. Donc, on peut imaginer que c'est juste le début de tout ce qui va s'acheter au niveau des vaccins. C'est énorme. On a Sanofi et GlaxoSmithKline, la fameuse compagnie GSK, qui va évidemment avoir jusqu'à 72 millions de doses, mais on ne sait même pas quoi, il n'y a même pas de nom encore. Pour vrai, là. Donc, comment Santé Canada peut aller du côté de Sanofi et GlaxoSmithKline et dire, nous autres, on s'en va vers 72 millions de doses? À mon sens, il y a là des questions qui ne sont pas répondues et le grand public veut avoir des réponses là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas de débat public, il n'y a que des communiqués de presse, il y a des tweets, il y a des annonces très courtes et mal substantiées de Santé Canada. Et c'est toujours de Santé Canada vers la population au lieu d'avoir une discussion, un échange, un forum ouvert, des échanges à visière levée avec des scientifiques qui, eux, n'ont pas la même vision du monde pro-vaccin que la microscopique poignée de gens qui, eux, n'ont qu'une seule solution absolument à tout depuis le début de la crise, et c'est les vaccins. Donc, il y a des mesures COVID via les masques, via les gants, mais de là à dire que c'est des solutions, non, pas vraiment. Alors, ce que je vous dis présentement, c'est que le gouvernement du Canada dépense éhontément pour des vaccins, mais pas juste pour ceux qui se sont passés, mais tous ceux qui sont à venir. Ça va coûter une fortune.
Une fortune. Et ça, on n'a même pas encore les chiffres de tout ce que le gouvernement du Canada va collaborer avec le COVAX. Si je ne me trompe pas, c'était 735 millions ou 785. Je pourrais peut-être retrouver le chiffre tout à l'heure, mais c'est des chiffres astronomiques, encore une fois, pour le COVAX, qui est finalement un partenariat euh, avec avec finalement l'OMS qui est derrière ça. Et ça fait en sorte que nous finançons l'étranger de manière telle que c'est de l'argent qu'on a pu ici au Canada pour améliorer notre propre système. Et c'est un gros problème. Donc, là, je vais juste shifter un petit peu pour vous parler du soutien fourni par le gouvernement à ce jour pour pour la COVID, justement. Et il y a un comité qui s'appelle au fédéral, un comité du cabinet sur la réponse fédérale, très spécifiquement, à la COVID. Et il y avait écoute, c'est 1,1 milliard de dollars qui avaient été mis là. Et c'était pour le groupe d'intervention sur la COVID. Finalement, je veux en venir, c'est que depuis janvier puis le 5 mars, on a vu des sommes colossales finalement qui ont été déplacées pour entretenir un écosystème de panique COVID, là. Au niveau du gouvernement fédéral, c'est clair qu'eux autres, ils ont énormément d'argent qui va, par exemple, 275 millions qui va en recherche, investissement dans la recherche. Quelle recherche? Si on regarde la ligne, là, il n'y a aucune définition. Je peux même vous le montrer à l'écran si vous voulez, regardez. Comme ça. Vous voyez ici, investissement dans la recherche. On voit qu'il y a 275 millions, mais on ne peut pas cliquer. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas voir. Les appuis aux provinces et territoires, 500 millions de dollars. 500 millions. Pour faire quoi? Pour administrer plus de vaccins? Il faut se poser la question, ça sert à quoi cet argent-là? Ensuite de ça, les efforts soutenus de communication et de sensibilisation du public, 50 millions. Mais ça fait juste depuis quelques mois. Donc, même au fédéral, ça nous coûte de l'argent. La propagande qu'on voit dans Twitter, dans Facebook, dans YouTube, tout ça, finalement, c'est avec notre argent. Et puis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est juste en lien avec le comité du cabinet sur la réponse fédérale à la maladie COVID. Et puis, c'est ahurissant quand on regarde les soutiens qui ont été fournis parce que ça coûte très cher. Et puis ensuite de ça, les autres mesures de santé publique, dont le financement accordé aux services aux Autochtones Canada, 100 millions. Mais qu'est-ce qui a coûté 100 millions pour les Autochtones? Ils sont 1,6 million sur une population de 38 millions. Pourquoi ça a coûté 100 millions juste pour les Autochtones ou enfin aux services accordés aux Autochtones? Si on avait une ventilation, on pourrait même au moins savoir combien ça a coûté pour les Autochtones et combien ça a coûté pour les autres mesures de santé publique. Mais comme vous voyez, ce n'est pas détaillé. Et c'est un énorme problème qu'il en soit ainsi parce qu'on a besoin de détails quand des gros chiffres comme ça sont véhiculés. Et ils disent que c'est pour la protection de la santé et la sécurité des Canadiens. Or, rien n'est moins sûr parce que présentement, la protection aurait pu passer par des conseils tout simples qui passeraient avec différents degrés de médecine naturelle, toutes simples comme des meilleures habitudes de vie, des habitudes de sommeil plus régulières, une meilleure alimentation, peut-être prendre des suppléments de zinc en accord avec les conditions de chacun, bien sûr. Consultez votre médecin si vous êtes dans le doute. C'est des choses tellement élémentaires, j'ai l'impression de dire des choses de primaire et de première année, mais apparemment, c'est absolument essentiel de le répéter à chaque fois parce qu'il pourrait y avoir une personne sur les 8,5 millions qui n'est pas au courant que si elle prend 32 bouteilles de pilules par jour, bien, ça se peut que prendre du zinc en plus, ça puisse peut-être interagir avec quelque chose, un coumadin ou d'autres médicaments, mais je le dis de manière officielle, allez voir votre médecin si vous avez quelques questionnements que ce soit. C'est la seule manière d'avoir le cœur net, surtout si vous avez une situation que vous estimez complexe. Bon, ça fait une longue parenthèse, mais on est rendu obligé de dire ces choses-là. Alors, je l'ai dit. Évidemment, informer les Canadiens, tout ça, c'est ici, il marque ça, informer les Canadiens. C'est tellement de l'information minimale qu'on reçoit. Puis vous allez voir, je vais vous montrer un exemple
pour que vous puissiez comprendre. Il y avait une page, puis ça, je vais y revenir. C'est l'information qui est sur les contrats liés à la COVID-19. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui est liée au contrat sur la COVID, mais il n'y a pas de détails. Donc, je pourrais vous passer chaque item là-dedans, mais puisqu'on veut que le show file un petit peu, je vais juste vous passer en revue quelques détails des dépenses. Donc, dans le tableau 1 de cette page-là, et faites-vous-en pas, je vais fournir les détails au niveau des liens. Il y a un sommaire des achats en date du 30 septembre 2022. Donc, encore là, ils ont acheté depuis ce temps-là et c'est même pas compris dans ces chiffres-là. Donc, des gants en nitrile. Donc, combien ça a coûté les gants en nitrile? Ça a coûté 545 millions de dollars pour des gants en nitrile. Est-ce qu'ils ont complètement perdu la tête? 545 millions de gants en nitrile. Ça vaudrait la peine de partir un ministère pour ce prix-là. Ou est-ce que c'est le ministère de la fabrication de gants en nitrile? Enfin, des gants en vinyle, 2 millions. Donc, vous voyez que c'est clairement des gants en nitrile qui sont demandés. Des respirateurs N95 pour une valeur de 809 millions de dollars. Wow! Des fameux masques chirurgicaux, 206 millions de dollars. Des masques en tissu, 75 millions de dollars. Les écrans faciaux, vous savez, les écrans qui ressemblent à des personnages de Star Wars avec une vitre dans le visage, 261 millions de dollars. Ça, c'est juste au fédéral en passant, là. OK, c'est des contrats, évidemment, ça a filtré dans les provinces, bien entendu, là, mais à quelque part, cet argent-là a été déboursé au fédéral. Les lunettes de protection pour 24 millions de dollars. Les gens, j'espère, vous réalisez 24 millions de dollars pour des lunettes de protection, c'est de l'argent, là. Mais c'est pas tout. Les fameuses blouses, oui, les ensembles de poussins, les poussins jaunes, les poussins roses, les poussins bleus, parce que c'est comme ça qu'on les appelle parfois de manière sympathique dans les hôpitaux. Plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards! Et j'adore la catégorie autres équipements de protection individuelle pour 31 millions de dollars et plus. Là. À chaque fois que je dis, mettons, 31 millions, en réalité, c'est 31 523 958 et 75 cents qui a été à des fournisseurs. Et je vais vous en parler dans quelques instants des fournisseurs parce que tous ces chiffres-là, c'est pour vous montrer un petit peu jusqu'où va la transparence et jusqu'où elle arrête. Et vous allez voir, quand elle arrête abruptement. Ensuite, du désinfectant pour les mains, le fameux gel hydroalcoolique qui est offert à l'entrée des écoles, des bibliothèques, d'à peu près tous les édifices publics et commerciaux. Dans le cas du gouvernement, c'est les édifices publics, assurément. Là. C'est 376 millions de dollars. 376 millions de dollars. J'espère que vous comprenez qu'on aurait pu faire tellement de choses parce qu'actuellement, il y a encore des gens qui n'ont pas de domicile, qui sont des itinérants. Il y a encore des millions de Canadiens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, mais il y a pour 376 millions de dollars qui a été acheté en désinfectant pour les mains. Êtes-vous heureux? Mais c'est pas tout. Vous savez, les fameux écouvillons, là, et oui, les fameux tests, bien, ça fait partie de ce qu'on appelle le matériel de dépistage. Ouais. Il y en a eu des achats pour 5 milliards 415 millions de dollars. 5 415. C'est énorme. C'est énorme. 5 milliards de dollars pour des Q-tips dans le fond du nez, pour des écouvillons, pour des tests, pour des petites plaquettes de plastique avec des solutions réactives. 5 milliards. Je ne sais pas s'il y en a qui réalisent à quel point on aurait pu mettre fin à une quantité historique de problèmes au Canada avec 5 milliards utilisés autrement. 5 milliards pour les tests. J'insiste là-dessus parce que les gens ne verront probablement jamais ce chiffre-là dans les grands médias, mais c'est un chiffre qui vous concerne parce que c'est votre argent qui est là.
Les fameux ventilateurs et accessoires connexes, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui s'est mis là-dedans aussi. 828 millions. Ouais, comme quoi on est riche au Canada. Ceux qui en ont eu besoin, tant mieux, mais il y a eu plusieurs personnes qui apparemment n'en ont pas eu besoin parce que d'autres mesures avaient été mises en place. Mais toujours est-il que 828 millions pour des ventilateurs, c'est beaucoup d'argent. Euh, D'autres matériels médicaux, 630 millions de dollars, il n'y a rien de trop beau. Et la valeur totale des contrats protégés, 138 millions. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi des contrats protégés. J'ai cherché un petit peu, puis il y avait différentes définitions. Donc, au total, juste pour l'équipement de protection individuelle, le matériel médical, le matériel de laboratoire, on en a au Canada pour 11 milliards 430 millions. Ça fait beaucoup de chiffres. Donc, tous ces dollars-là ne serviront jamais aux Canadiens autrement que pour entretenir ce que l'OMS a dit qu'il fallait paniquer, a dit la raison, et puis nous, tout à coup, on se met à dépenser tout cet argent-là, on s'endette, on empêche que d'autres projets puissent naître parce que l'argent s'en va tout là. Donc, c'est finalement le gouvernement qui choisit d'entretenir sa propre vision du monde au lieu de laisser le monde avoir une vision. Parce que ça nous a été imposé, tout ça. Ça n'a pas été le fruit d'un consensus large et transparent, pas du tout. Ça nous est arrivé de l'international, ça a été transmis par des collabos nationaux qui ensuite nous ont forcés à accepter tout ça. Je laisse l'écran pour que vous puissiez bien voir. Ceux qui m'écoutent peuvent suivre aussi, il n'y a pas de problème. Là. Il y a un exemple que je vais vous prendre, puis comme vous voyez à l'écran, il y a énormément d'exemples que je pourrais prendre. Mais je vais d'abord souligner le fait que le tableau que je regarde, c'est un sommaire des fabricants canadiens. Eh oui, canadiens. Mais le mot canadien est tellement galvaudé à l'ère de la mondialisation parce que le premier qui est listé, c'est 3M Canada. Or, on sait que 3M, ça appartient pas à quelqu'un qui est au Saguenay, ça appartient à l'étranger. Même si 3M est une filiale canadienne, ça demeure que c'est une transnationale étrangère. Et on peut dire la même chose pour Abbott Laboratories. On peut dire la même chose pour tellement d'autres dans la liste. Baxter Corporation. C'est fou, là. C'est des compagnies qui ont des pieds à terre au Canada, parfois canadiennes, parfois elles le sont, mais souvent, ce sont des transnationales étrangères. Et on retrouve dans la liste des grands noms comme HP Canada, oui. On retrouve dans ça également des compagnies qui sont peut-être mieux connues de certains, comme je n'avais une qui était le fun, était plus bas un peu, je crois. En fait, tout ce qui est, mettons, Canada, souvent, c'est que c'est des compagnies étrangères qui ont une division ici. Je ne la retrouve pas, celle que je cherchais, que je voulais vous dire. Mais enfin, les compagnies comme 3M, lorsqu'elles obtiennent finalement pour les respirateurs N95 des valeurs totales protégées, eh bien, on peut faire une recherche à travers une page qui s'appelle Divulgation proactive, dans laquelle les contrats, les dépenses et les opérations sont notés, mais vous allez voir, c'est très sommaire. J'ai déjà préparé une petite recherche ici pour la compagnie 3M Canada, où est-ce qu'on voit que c'est une production canadienne de masques N95 et la durée du contrat, c'est du 15 janvier 2001 au 30 juin 2026. Donc, ceux qui disaient, ben non, ils ne commenceront pas à faire des contrats pour très longtemps, la COVID, c'est terminé. Non! Les amis au niveau commercial qui offrent ces fournitures-là, eux autres, ben, c'est des contrats très longs. Là. Donc, pour eux autres, c'est un contrat de 23 335 $. Faut-tu qu'on aime ça, les masques? Donc, ils disent ici que c'est un projet qui va soutenir une installation de production de respirateurs N95 à Brockville, en Ontario, ce qui comprendra également la production d'intrants clés pour la production de respirateurs. Donc, tout ça, c'est financé par Innovation, Science et Développement économique Canada. Donc, on voit que même si c'est pour fabriquer des masques, bien évidemment,
toutes les entités du gouvernement fédéral travaillent ensemble pour finalement financer une compagnie qui est déjà multimilliardaire et étrangère à hauteur de 23 millions pour qu'ils soient capables de fabriquer des masques N95 qu'on peut imaginer que Santé Canada va acheter à fort prix. Donc, c'est très ruineux pour les Canadiens, tout ça. Ensuite de ça, 3M Canada a reçu d'autres petits contrats, des 40 000, et ça fait en sorte qu'ils sont, ils sont en train de se remplir les poches avec cette crise-là, beaucoup plus que vous et moi, on peut l'être. En fait, on s'appauvrit à vue d'œil. Eux autres, ce n'est pas du tout le cas. Mais sur cette page-là, on avait la Chambre de commerce canadienne, qui est un organisme qui est dit à but non lucratif ou un organisme même de bienfaisance. On a de la misère à imaginer ça pour la Chambre canadienne de commerce, la fameuse Canadian Chamber of Commerce, où tous les politiciens vont faire des discours. Ils disent que c'est pour aider au soutien d'urgence, si on veut, pour les entreprises canadiennes. Et puis ça, c'était une contribution de 3 millions de dollars qui avait été donnée par le gouvernement canadien à la Chambre canadienne de commerce. Mais on peut se demander pourquoi ils donnent 3 millions de dollars à la Chambre de commerce canadienne, parce qu'on sait que autant les médias ont été achetés, autant avec 3 millions de dollars qui arrivent pour un contrat entre le 25 mai 2020 et le 30 juin 2020, ça a duré un mois, même pas, un petit peu plus qu'un mois, on peut s'imaginer que la Chambre de commerce du Canada est très pro-gouvernement Trudeau parce qu'ils viennent de faire énormément d'argent avec ça. 3 millions de dollars, ça paraît pour une chambre de commerce, là. Alors, ça fait partie des choses qu'on peut voir dans cette page-là. Beaucoup d'autres contrats qui reviennent à Brockville, des 40 000 qui reviennent continuellement. Et c'est finalement, vous pouvez faire des recherches, il y a énormément de résultats là-dedans, mais quand on va, je reviens au premier résultat que je vous parlais tantôt, de 23 millions de dollars, et puis quand on vient, il y a des détails, mais ce n'est pas des détails ventilés. On n'a pas comme une base de données qui dit le montant a été déboursé, puis voici exactement à quoi il a servi. C'est vraiment l'entreprise qui fait ce qu'elle veut avec le 23 millions. Et après ça, nous autres, on se retrouve en tant que contribuables, puis on dit là, c'est parce que c'est notre argent qui est allé là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, ils vont dire si ça a atteint l'objectif ou ça ne l'a pas atteint, ou ça va avoir des effets plus tard sur d'autres choses. Mais à quelque part, on se pose la question, on se dit ouais, mais c'est pas très précis tout ça. Bien, c'est justement ça le point. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est superficielle dans la fameuse transparence du gouvernement Trudeau. Moi, je l'appelle le régime Trudeau. Parce que c'est comme un gros show de boucan où est-ce que les gens se font enfumer avec un paquet de chiffres. On n'a aucune, je dis bien aucune, façon facile de vérifier si ces chiffres-là sont vrais. On est obligé de se fier au gouvernement pour se dire, ben ça doit être vrai, ils l'ont écrit. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on en sait? On peut se douter que c'est correct, mais il n'y a pas de mécanisme facile pour le Canadien moyen d'aller vraiment au bout de ces chiffres-là. Puis on parle de milliards et de milliards et de milliards. Et sur la feuille sur laquelle j'étais tantôt, là, c'était juste le début d'une longue aventure. Parce que si je descends jusqu'en bas de la page avec le grand total, c'est 630 millions de dollars qu'on a juste dans la catégorie qui est les autres matériels médicaux. Fait que ça vous donne une idée à quel point il y a de l'argent qui circule là. C'est fou, c'est des milliards et des milliards. 828 millions pour les ventilateurs et accessoires connexes. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont étrangers, quelques-uns qui sont canadiens, mais encore une fois, c'est des filiales canadiennes, souvent de transnationales étrangères. Donc, ça fait énormément d'argent que le Canada exporte pour financer une crise qui finalement est annoncée et entretenue à quelque part par l'OMS qui est basée à Genève en Suisse et qui finalement va toujours dans la même direction que les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ça fait beaucoup de chiffres. Je vous en ai vraiment dit beaucoup. Je pense que ceux qui aiment les chiffres vont aimer plonger dans les détails de tout ça que je vais vous mettre en commentaire, comme toujours, sous la vidéo. Cette fois-ci, exceptionnellement, je vais vous inviter à venir me rejoindre dans Odyssée
au lieu de YouTube pour que vous puissiez venir vous abonner à ma chaîne dans Odyssée afin de ne rien manquer parce que certaines personnes me disaient qu'elles avaient de la misère à me trouver dans Odyssée. Il faut simplement marquer Webzen, W-E-B-Z-E-N, 6 lettres, W-E-B-Z-E-N, et vous allez trouver mes vidéos dans Odyssée. Et vous allez trouver également une diffusion de cette vidéo. Pour que vous puissiez aller plus loin dans vos recherches. En commentaire, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Alors, je tiens à vous remercier, ceux qui prennent le temps de m'aider, de m'encourager. C'est une période où beaucoup de gens sont sous pression, j'en suis conscient, mais en même temps, moi, je ne lâche rien et je continue à faire les recherches, surtout écrites ces temps-ci, que vous pouvez consulter librement, gratuitement, à volonté, avec énormément de détails et reprendre finalement dans vos propres fils de nouvelles afin de pouvoir entretenir la discussion entre nous. Parce que ce qu'on fait, c'est de mettre des ponts afin de pouvoir faire avancer les différents débats sociaux. Parce que si on garde ça étouffé, ça va nulle part et ça ne sert personne sauf ceux qui étouffent. Alors, le fait de vouloir ouvrir, le fait de vouloir connecter à l'autre, ça vous ressemble, c'est vous depuis tellement longtemps et aujourd'hui, il ne faut justement pas lâcher, il faut rester dans la mouvance d'exister et non pas de se recroqueviller parce qu'on aurait tellement de raisons de vouloir se mettre en boule dans un coin parfois, puis c'est pas la solution. Il faut rester debout devant une adversité qui, elle, veut qu'on soit à genoux. Or, il faut être capable de se respecter assez pour exister malgré des contraintes. Alors, merci à vous d'être là, d'exister, de m'encourager et de m'aider si vous le pouvez. Sinon, juste le fait que vous m'ayez écouté, vous méritez une médaille. Et puis, bien sûr, tout ce que vous avez à faire, faites-le en cohérence avec le cœur et la tête, la raison et finalement tout ce qui émane de vous, de votre harmonie, et vous allez voir que ça va vous correspondre, les survenus qui vont advenir de ça. Ça vous appartient, c'est à vous, et moi, je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite une magnifique et superbe journée.